bonsoir. Merci au public d'être venu pour les rencontres ufologiques du Dauphiné-Languedoc de ce vendredi 13 juillet 2018. Oui, ça porte chance. Je laisse la parole au conférencier de ce soir, James, qui va nous parler d'une affaire assez intrigante, celle de Moriches Bay, qui s'est déroulée aux États-Unis en septembre 89. Je lui laisse la parole. Je vais prendre l'autre, si tu veux le balader. Oui, bonsoir à tous et merci d'être venus si nombreux ce soir. Une fois qu'on a éliminé l'impossible, ce qui reste, aussi improbable que cela puisse paraître, est forcément la vérité. Alors moi, c'est pour rendre hommage à la clairvoyance de Sir Arthur Conan Doyle que je vais vous convier à un petit voyage de l'autre côté de l'Atlantique, sur la côte est des États-Unis d'Amérique. Donc on voit un peu la géographie, il y a les États-Unis, le Canada, le Mexique. Au nord, la région des Grands Lacs, les villes canadiennes de Ottawa, Montréal, Toronto, et puis Boston, Philadelphie, Baltimore, Washington DC, la capitale, Norfolk, grand chantier naval et base de la flotte de l'Atlantique. La ville de New York est exactement à l'ouest de cette zone. Et nous sommes donc à Long Island, qui, comme son nom ne l'indique pas, est réellement une île. Parce qu'en fait, on dirait une presqu'île, mais elle est séparée par un bras de mer ici, qui conflue avec le fleuve Hudson, qui descend là, qui se jette dans la baie de New York, donc ici. Et donc c'est réellement une île, au sens strict. Hein. Administrativement, Long Island est divisé en deux comtés, le comté de Nassau et le comté de Suffolk. Alors c'est une île qui comporte presque autant d'eau que de terre, puisqu'on voit qu'il y a quatre grandes baies: Great South Bay, la grande baie du sud, Peconic Bay, ici, Shinnecock Bay, là, et Moriches Bay. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il me fait? Ah non, moi j'ai coupé l'écho, hein, j'ai pas touché le truc. Ah, ça va pas ça. Pourquoi il me fait ça? Ah, quand même. C'est le jack. Oui, mais enfin, il y a quand même du... C'est quoi ça? C'est bon, c'est la prochaine, c'est la... Oui, mais l'image est la même, là? Oui, c'est bon. Bon, d'accord. Donc, Moriches Bay qui est entouré par plusieurs localités: Mastic, Shirley, Center Moriches, East Moriches, West Hampton. Alors, c'est un décor de carte postale, hein, comme on peut le voir. D'ailleurs, vous remarquerez que ça ressemble beaucoup à la côte du Languedoc, là, avec ces grands étangs qui font des kilomètres, une bande de terre et de plage, et la mer. Ben, c'est assez semblable. Voilà, hein, la plage. Et puis, ça ressemble beaucoup à chez nous. Hein. Ouais, non, mais c'est... En fait, c'est exactement ça. C'est ce qu'on appelle des étangs palavasiens. Où il y a une eau qui est à moitié salée, à moitié douce. Donc, ce qu'on appelle de l'eau saumâtre. Hein. Bon, c'est un décor de carte postale, un décor idyllique. Mais ce jeudi 28 septembre 1989, quelque part sur une base militaire dans la région, quelque chose se prépare.
un escadron d'hélicoptères d'assaut, vraisemblablement des UH-60 Black Hawk, les célèbres cotons noirs, décolle. Bon, en général, c'est un joli spectacle. Voilà, ils vont survoler l'océan et se diriger d'est en ouest vers un point de la côte, exactement ici. C'est une zone côtière qui s'appelle Smith Point Beach. Alors on voit la ville de la localité de Mastic ici. Et juste pour fixer les dimensions de la zone, hein, vous voyez ce grand rectangle clair ici, vous ne devinerez jamais ce que c'est. C'est un parking. C'est un parking. Et si vous voyez l'échelle en bas, 1000 mètres, vous voyez un peu les dimensions du parking. Nous, quand on crie pour un parking de 3 mètres sur 2, hein, vous voyez là-bas, ils ne se gênent pas. Et toute cette zone-là, ce sont des terrains de camping. Et il y a un endroit particulier, malheureusement, là, ça serait trop long d'en parler, mais il y a un mémorial qui est le mémorial de la catastrophe du vol 800 de la TWA, qui s'est produite à peine à 8000 marins, 8000 nautiques, au sud de Smith Point Beach, le 17 juillet 1996, où un Boeing 747 avec 239 personnes à bord s'est écrasé en mer. Je le mentionne parce que c'est un événement qui pourrait, je dis bien qui pourrait, être lié à ce dont on va parler ce soir. Mais je n'aurai pas le temps de développer cet aspect-là. Donc il est 20h45 ce 28 septembre. On est à Smith Point Beach. Et on va voir nos hélicoptères arriver au loin. Vous les voyez là? Bon, mais avant de continuer, ça c'est pour faire durer un petit peu le suspense, il faut remonter le temps de quelques années. Et pour ça, on nous a gentiment, gracieusement prêté, pour voyager dans le temps, on a besoin d'une machine. Hein. Et l'US Air Force a gracieusement prêté à OVNI Languedoc une technologie de trou de verre qui va nous permettre de remonter justement à des périodes antérieures. Là, je remercie l'US Air Force, vraiment ils ont été sympas sur ce coup-là. Remonter aux années 1982, donc de 1982 à 1989. Pendant toute cette période, tous les comtés du sud de l'État de New York, Dutchess, Orange, Putnam, Rockland, Westchester, Nassau, Suffolk, vont faire l'objet de 5000 rapports d'ovnis triangulaires. 5000 rapports en 7 ans. Ça fait à peu près un peu plus de 700 par an, vous voyez ce que... Hein? Ça fait partie de ce qu'on a appelé la vague de la vallée d'Hudson. Puisque l'Hudson, la rivière Hudson, le fleuve Hudson plutôt, ici, coule jusqu'à New York en venant du nord de l'État et marque la limite entre plusieurs comtés, comme vous voyez ici. Donc on a 5000 rapports d'ovnis triangulaires, j'ai dit bien des ovnis triangulaires, c'est la majorité. En l'été 82, un psychiatre renommé est avec sa femme en voiture quand ils sont suivis pendant un long moment par un objet ovale. En décembre de la même année, une femme observe un objet immense au-dessus de sa maison. Et l'objet est si bas
qu'elle arrive à distinguer ce qu'elle dit être des plaques métalliques qui semblent rivetées entre elles. En 83-84, on a de nombreux rapports d'OVNI en provenance dans les environs ou au-dessus de la centrale nucléaire de Shoreham qui a été désaffectée en 94. Elle est sur la côte nord ici. Donc une centrale nucléaire, c'est un aspect essentiel. Une centrale nucléaire qui est survolée plusieurs fois par des objets volants non identifiés. Et là, on a un événement tout à fait extraordinaire. Le 24 juillet 1984, la centrale nucléaire d'Indian Point, qui elle est située sur le comté de Westchester, mais au bord du fleuve Hudson, donc qui constitue la frontière entre le comté de Westchester et le comté de Rockland. Voilà la centrale. Ça, c'est de jour. Et puis la nuit tombe. La nuit tombe, tout est calme. Et soudain, vient s'immobiliser, venant de l'horizon, vient s'immobiliser au-dessus de la centrale, directement au-dessus du réacteur. Un immense objet en forme de boomerang. Alors, je précise que cette image-là, elle n'est pas sortie de mon imagination. C'est l'image qui a été reconstituée d'après la description du seul témoin qui a consenti à parler des années plus tard, parce que c'était un militaire qui était de garde sur la centrale et qui n'a pas voulu témoigner sous son vrai nom. Il s'est fait appeler Jeff. Alors, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, les centrales nucléaires ne sont pas surveillées, comme en France, par 3 gendarmes avec un képi, la baguette de pain et le litron de vin dans la poche. Hein. Là-bas, c'est des corps d'élite, soit des Marines, soit de l'armée de terre, et toutes les zones qui sont autour sont, comment dirais-je, là les types sont armés, il y a un armement très puissant, et tout autour, dissimulé dans la nature, il y a des batteries de missiles sol-air. Donc c'est pas du tout comme chez nous, on ne peut pas s'amuser à survoler, même avec des drones, ces trucs-là. Hein. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est l'affolement général. Hein. Le téléphone se met à sonner dans tous les sens. Et bien entendu, il sonne aussi au département de la Défense, au Pentagone, à Washington DC. Alors, les gardes qui sont là ont les fusils d'assaut, se demandent ce qu'il faut faire. On a des lance-missiles individuels, genre Stinger. On se dit, qu'est-ce qu'on fait? On lui tire dessus. Bon, mais c'est un risque. Parce que si on l'abat au-dessus de la centrale, il va tomber sur la centrale, ce qui peut provoquer un accident nucléaire du genre Tchernobyl. On n'a pas du tout envie de ça. De l'autre côté, s'il évite les tirs et qu'il riposte, on va avoir droit au même scénario. Donc l'ordre vient de Washington de ne rien faire du tout. Donc on ne fait rien du tout et on attend. Et puis au bout d'une petite demi-heure, je crois, l'OVNI s'éloigne. Il disparaît. Bon, tout le monde est sain et sauf, ça avance, on est bien tiré. Et on arrive en septembre 1986. Il y a des coupures de courant sur toute la région de Mauritius et uniquement sur la région de Mauritius Bay. Les gens téléphonent aux autorités et aucune explication n'est fournie. En 87-88, alors là, c'est encore autre chose. On a des rapports de mutilation animale semblables à celles qui ont été observées depuis la fin des années 60 dans le centre et l'ouest des États-Unis, dans les grandes plaines où on élève du bétail. Donc là, ça concerne des bœufs, des vaches, des moutons, des chèvres, mais aussi des animaux domestiques et des animaux sauvages.
Alors bien entendu, on va débarquer là, une fois qu'on a constaté ça, on va débarquer des scientifiques du gouvernement, des agents du FBI, la police locale, le bureau du procureur. Et on assiste parallèlement à des manœuvres de nuit de ce qu'on dit être le 42e bataillon d'hélicoptères de la garde nationale de l'État de New York. Alors, il faut savoir que les manœuvres de nuit, que ce soit en avion ou en hélicoptère, ce sont des exercices qu'on ne fait pas en claquant des doigts, ni pour s'amuser. Parce que les manœuvres de nuit, c'est toujours dangereux. Donc, il semble y avoir une raison précise à ça. Mais là, on n'en sait pas plus. On le constate. L'explication, s'il doit y en avoir une, on la verra plus tard. Là, on est en 1988. Alors, des enfants se plaignent à leurs parents de présence effrayante dans leur chambre. Et ils décrivent ces présences comme des monstres, et leur description correspond à ceci. C'est un client qu'on connaît bien. Et parallèlement, on détecte des niveaux de radiation inhabituels et des anomalies magnétiques dans ces habitations, là où les enfants ont déclaré avoir vu des monstres de ce genre. Alors voilà Smith Point Beach, vue de l'Est. Alors vous voyez au fond là le gigantesque parking dont je vous parlais tout à l'heure, et toutes ces zones de camping où les gens viennent avec leur mobil-home, leur caravane, leur camping-car. Bon, il n'y a pas beaucoup d'ombre, mais je dis il n'y a pas beaucoup d'ombre, c'est très embêtant parce que il faut savoir que la ville de New York, et donc l'île de Long Island, c'est à la même latitude que Naples, en Italie. Donc l'été, il y fait très chaud. C'est un climat qui, du moins l'été, ressemble à celui que nous avons ici. Donc ça, je dis ça pour plaindre un peu les gens qui vont camper là-bas, mais c'est comme ça. Et ces terrains de camping, voilà que soudain, ils sont fermés par décision du shérif du comté de Suffolk au mois d'août 89. Sous un prétexte, il faut le dire, peu crédible, qui est de problèmes budgétaires. Mais personne n'y a jamais cru, parce que on ne ferme pas des terrains de camping sous un problème de pognon, surtout que c'est pas occupé, quoi. Bon, bref. Enfin bref, les terrains de camping sont fermés, et avec interdiction à quiconque de s'en approcher. Nous sommes donc là au mois d'août 89. On arrive au mois de septembre, le 24, en fin d'après-midi. On a deux témoins, le couple Richardson, Bruce et Martha, qui sont sur la cabine cruiser qui est ancrée dans le centre, dans la baie, donc, au centre nautique de Mauritius. Et ils voient, un peu plus loin, vers le sud, un étrange balai d'hélicoptères qui semble faire des cercles autour d'un endroit qu'eux ne distinguent pas, puisqu'ils sont à peu près à 1 km, 1,5 km de là. Mais des hélicoptères qui tournent en rond et qui ensuite s'éloignent. Le 28 septembre, on a des incidents électriques et de télévision. Aucune explication officielle n'est fournie. Et il y a apparition, d'après les témoins, de lumières étranges sur la baie, des lumières qui ressemblent à des flares. Les flares, ce sont des fusées éclairantes. Alors les fusées éclairantes qui sont larguées soit par des avions, soit par des hélicoptères, soit pour éclairer une zone au sol, soit pour, en général c'est à ça que ça sert, pour éluder des missiles à guidage infrarouge. Et il est vrai qu'à distance, on voit l'hélicoptère qui les a largués tout en haut, là. À distance, ça peut paraître très étrange de voir dans le lointain ce genre de figures lumineuses. Donc là, en réalité,
l'histoire ne dit pas ce que c'était, mais on présume que des hélicoptères étaient en train de s'amuser par là et de larguer des fusées éclairantes ou des fusées thermiques. Dans l'après-midi du 28 septembre, les gens avaient téléphoné à la police du comté dans la région de West Hampton. Donc vous voyez, c'est à l'est de Moriches Bay. En racontant qu'ils voyaient des mouvements bizarres dans le ciel, des sortes d'aéronefs. Ils ne savaient pas dire en distance ce que c'était, si c'était des avions, des hélicoptères ou autre chose, qui faisaient des va-et-vient entre l'altitude et une zone autour de West Hampton. Et quelqu'un, comme il y avait eu des précédents de transport, de trafic de drogue par l'océan jusqu'à cette région, le shérif du comté prend son téléphone et il appelle directement la DEA. La DEA, c'est l'agence antidrogue, l'équivalent de la brigade des stupes aux États-Unis, à New York, qui dépêche 2 hélicoptères d'assaut avec plein de types à bord armés pour essayer de voir ce qu'il en est et d'arrêter éventuellement ces trafiquants. Et les hélicoptères n'ont pas encore franchi la limite entre le comté de Nassau et le comté de Suffolk que l'espace aérien, sur ordre supérieur, l'espace aérien de Moriches Bay est fermé au trafic civil. Et l'opération de la DEA interdite. Donc on dit à la DEA, vous rentrez à votre base. Donc ça veut dire que manifestement, quelqu'un, quelque part, savait qu'il ne s'agissait pas d'une histoire de drogue. 17h30, on a un endroit sur la côte nord de Long Island qui s'appelle Kings Park. Là, les témoins sont le couple McLaughlin, mari et la femme, qui voient 2 grands objets triangulaires dans le ciel, immobiles. Alors, il n'y a ni moteur, ni aile, ni lumière, ni hublot. La surface des objets est lisse et totalement noire. À 19h10, c'est un jeune ingénieur de l'aérospatiale. On ne dit pas où il est dans Long Island ou près de Moriches Bay, on n'en sait rien, parce qu'en général, il y a beaucoup de témoignages qui sont anonymes ou qui n'ont pas plus de précision, et qui a rapporté avoir vu un demi-cercle de lumière ambrée, de couleur ambrée, très brillante. Il y a plusieurs témoins sur l'autoroute Intereta qui traverse Long Island dans toute sa longueur, qui parlent d'un objet grand comme un terrain de football. Un terrain de football américain, c'est 110 mètres sur 49. C'est à peu près les mêmes dimensions qu'un terrain de football européen, hein, à quelques mètres près. Et là aussi, il s'agit d'un objet avec 6 à 8 lumières de couleur ambrée et très brillantes. 20h, à Carleton, à l'est. Là, les témoins sont une madame PG, son nom n'est pas connu, qui est avec son fils de 15 ans et qui rapporte voir un objet triangulaire immense doté de, encore une fois, 6 lumières ambrées très brillantes. À peine 10 minutes plus tard, il va se passer un événement tout à fait extraordinaire à peu près à 120 km au nord de Long Island, dans l'État de Connecticut. Donc on est là on était dans l'État de New York, là on est dans l'État du Connecticut, sur l'aéroport international de Hartford. C'est un groupe d'ouvriers qui est en train de faire des réparations sur un tarmac provisoirement désaffecté, qui voit soudain un objet noir. Alors, ce sont des témoignages qui se sont révélés des années plus tard, parce que vous allez voir pourquoi. Pourquoi ça n'a pas été immédiat. Un objet noir immense en forme de boomerang, et encore une fois, avec ces 6 lumières ambrées sur la face ventrale. Ça ressemblait à ceci.
Et là, ces ouvriers feront, dans l'avenir, un récit fantastique. C'est que ce qu'ils décrivent, c'est ceci. L'objet émet soudain un rayon lumineux très intense jusqu'au sol et transporte tout un groupe de petites créatures grisâtres qui vont se retrouver au sol. C'est un événement qui s'est déjà constaté dans d'autres cas ufologiques, hein. Mais là il est décrit online, si j'ose dire, hein. Alors les ouvriers, ils sont peut-être une dizaine, une quinzaine. Qu'est-ce qu'ils croient? Eux, ils voient ça, ils peuvent penser à plusieurs choses. Une invasion d'un ennemi, la Russie, on est en 89, l'Union soviétique existe toujours, hein. Une opération d'espionnage, bref, n'écoutons que leur courage, ils prennent leurs outils, et je vous garantis qu'un ouvrier américain avec une pelle à la main, ça fait peur. Ils se précipitent sur les créatures, qui ne distinguent pas très bien, hein, dans la lumière vive du rayon. Ce que voyant, apparemment, on peut dire les choses comme ça, les créatures sont subitement rétractées à l'intérieur des rayons, et l'objet fiche le camp vite fait. Ça, c'est un événement. C'est consigné dans les archives de différentes associations ufologiques américaines, hein, en particulier le LUFON, qui est le Long Island UFO Network. Et les ouvriers, ils commencent à en parler entre eux, mais ils n'auront pas le temps d'en parler à peu de personnes, parce qu'à peine quelques heures après cet événement, ils vont arriver, ils reçoivent la visite d'un groupe de messieurs d'allure athlétique, à l'élégance discrète, des messieurs très gentils, très polis, qui exhibent une plaque de la FAA. La FAA, c'est l'agence de l'aviation civile américaine, hein, c'est celle qui est l'agence qui régit tout le trafic civil, aérien civil aux États-Unis, et qui les invite, et ces messieurs sont si gentils et si courtois et si polis, qui les invitent gentiment à ne parler à personne de ce qu'ils ont dit. Ce qui en langage courant, c'est « fermez votre gueule ». Shut up. Et en vérité, je crois qu'on peut dire que ces messieurs n'étaient pas plus de la FAA que moi, hein. Donc, ça a été consigné, encore une fois, dans les archives d'organisations ufologiques de Long Island et d'autres États, hein, puisque c'est une affaire qui a quand même fait le tour des États-Unis, ça, hein. Même si en Europe, on n'en a pas, elle est très peu connue. Et voilà, nous sommes le 28 septembre 1989, il est 20h45 du soir. Donc, il fait nuit, puisque j'ai vérifié, la nuit tombait vers 18h et quelques, hein, à ce moment-là. Mais vous verrez, comme on ne peut pas représenter les images de nuit parce qu'on n'y verrait rien, l'éclairage est bon quand même. Là, on a un témoin qui est un témoin essentiel, qui s'appelle Paul Peterson, qui est un vétéran du Vietnam. Il était dans les ranges aéroportés. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas tendance à prendre un ovni pour une lanterne thaïlandaise ou pour des yeux d'une vache. Et qui, lui, voit au loin, donc lui, il est sur Mauritius, peut-être un mastic, on ne le dit pas exactement. Il voit à peu près à 300 mètres du rivage, donc du rivage de Smith Point Beach, sur l'océan Atlantique, et à peu près à 30 mètres au-dessus de l'eau, un groupe de lumière ambrée. Et il se trouve que Paul Peterson, il a une paire de jumelles à sa disposition. Il y a un autre témoin, qui est absolument inconnu de Peterson, qui est situé à un autre endroit, et qui lui parle de deux objets triangulaires de la taille d'un avion de ligne, et qui se livre à des manœuvres qui sont normalement impossibles à nos appareils terrestres, hélicoptères, avions. Mais ça, c'est presque classique dans la littérature ufologique maintenant. Et voilà ce qu'il voit dans ses jumelles.
Effectivement, ça se passe de commentaires. Et soudain, au moment où il voit ça, surgit au-dessus de sa maison tout un escadron d'hélicoptères d'assaut qui se dirige vers un point de la côte, au-delà des dunes, au-delà des arbres. Donc il fait nuit, et lorsque les hélicoptères ont disparu derrière les dunes, on voit une grande lumière, comme une explosion, très brève, et tout redevient calme. Alors, une petite parenthèse, juste pour situer ces hélicoptères d'assaut. Donc, les hélicoptères d'assaut, il ne faut pas les confondre avec les hélicoptères d'attaque, ce qu'on appelle un hélicoptère d'attaque ou de combat. L'hélicoptère d'assaut, en l'occurrence, ce dont il est question sont les Sikorsky UH-60 Black Hawk, le célèbre Faucon Noir. Il a un rayon d'action qui peut dépasser 2200 km, vole jusqu'à 300 km/h. Son plafond maximum est de 5800 mètres. Et il peut emporter 15 soldats avec tout leur équipement et leur armement. Donc c'est une machine de guerre assez impressionnante. Et surtout, il est armé en général c'est deux miniguns qui sont situés juste derrière les portes latérales de chaque côté de l'appareil. Alors les miniguns, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, ce sont des mitrailleuses à canon rotatif. Voilà à quoi ça ressemble, les miniguns. Et là c'est un exercice. Les canons tournent à une telle vitesse que la cadence de tir peut atteindre 6000 coups par minute, c'est-à-dire 100 coups par seconde. Alors, l'objet que vous avez vu brûler en bas dans cet exercice, qui est un exercice, c'est un film réel, c'est une voiture blindée. C'est une arme absolument dévastatrice. C'est du calibre 16,62. Ça peut être aussi du calibre 5,56, donc ce qu'on appelle presque du 22, quoi, 5,56. Et sur les avions, c'est des calibres de 20 mm, des canons rotatifs à très grande vitesse. Les plus rapides, je crois, atteignent 10 000 coups par minute. Donc c'est une arme absolument phénoménale. Alors, en général, dans les opérations de combat, les opérations de guerre, les hélicoptères d'assaut, donc qui transportent les soldats avec leur équipement, sont généralement appuyés par des hélicoptères d'attaque. Alors, du genre Cobra, le Bell AH-1 Cobra. Donc, c'est déjà une machine impressionnante parce que vous voyez là, ce sont des missiles anti-chars de type RAT ou de type TOW. Ici, des paniers, c'est dommage, l'image ne remplit pas l'écran, mais c'est dommage. Bref, des paniers de roquettes de 70 mm à vol libre et un canon rotatif à 3 tubes de 20 mm tirant jusqu'à 4000 coups par minute, mu par un moteur électrique. Et bien entendu, on peut appuyer. Alors, on ne sait pas, dans cette affaire de Mauritius Bay, on ne sait pas quel type d'hélicoptère d'attaque appuyait les hélicoptères d'assaut. Mais il est vraisemblable que ça pouvait être soit le Cobra, soit alors la machine de guerre à aile rotative, à voilure tournante, la plus terrible qu'on ait jamais conçue, le Boeing AH-64 Apache. Alors ça, c'est encore autre chose. Il a toujours ses missiles anti-chars, là ce sont des Hellfire, des paniers de roquettes de 70 mm, mais les paniers contiennent beaucoup plus que sur le Cobra. Un canon dit chain gun, il ne faut pas traduire par canon à chaîne, ça n'a rien à voir, mais c'est juste l'expression anglaise. Il est mu par un moteur électrique, il a un fût unique, mais lui c'est du 30 mm. Les obus, pour vous donner une idée, les obus sont à peu près comme ça. Des obus complets, avec la charge projectile. Et tout un système de visée, de radar, et de radar de conduite de tir, de radar de poursuite, directement relié à la visière du casque du pilote. Donc il a toutes les informations dans le casque, et s'il veut enclencher une des armes, que ce soit un missile ici, ou son canon de 30 mm, là où il tourne la tête, là où il va regarder, l'arme va tirer.
Le Apache, on n'a rien fait de mieux depuis l'invention de l'hélicoptère. Donc, je précise qu'aucun témoignage ne dit que des hélicoptères d'attaque aient accompagné les hélicoptères d'assaut. Mais c'est plus que vraisemblable parce que c'était une opération de combat, manifestement, et en général, c'est comme ça qu'on fait. Et même, dans la plupart des cas, lorsqu'on a un escadron d'hélicoptères d'assaut comme les Faucons Noirs, en général, à haute altitude, à peu près à 6 ou 8 000 mètres, il y a 2 F-15 ou 2 F-16 qui veillent avec des missiles air-sol pour parer à toute éventualité. C'est la configuration minimale d'une attaque par hélicoptère. Il y a d'autres témoins dans toute cette affaire. Donc à 21h30, une secrétaire, Cathy O'Donnelly. À minuit, un monsieur Frank D., qui est officier au tribunal du district du comté de Nassau. À minuit 30, un témoin qui a voulu garder l'anonymat et qui ont vu apparemment ce qui ressemble à une confrontation militaire. À 2h30 du matin, dans la localité de Corgi, qui est près de Westhampton, à l'est de Mauritius Bay, il y a un monsieur John D., qui est trader à Wall Street, donc un métier tout à fait honorable, et qui témoignera avoir assisté à tout un mouvement, une agitation, un mouvement comprenant des hélicoptères de transport lourd, manifestement venant de la base de la garde nationale de Westhampton, donc tout près de chez lui, des véhicules militaires au sol et des troupes. Le tout faisant des va-et-vient avec un autre endroit qu'il ne pouvait pas distinguer, bien entendu, à 2h30 du matin, allant et venant avec des chargements bâchés, des chargements donc de nature inconnue. Alors les hélicoptères de transport lourd, c'est vraisemblablement des CH-47 Chinook, qui peuvent transporter ici, vous voyez, quand même des gros engins. Des camions à plateau du genre de ceux qui servent à transporter des chars de 70 tonnes. L'incontournable à main et les troupes au sol. Voilà ce que dit avoir vu ce monsieur John D. Là, on va apparaître un personnage très intéressant qui s'appelle George Dixon, qui est un anthropologue amateur, mais aussi ufologue indépendant. Et il prétend, enfin, il affirme, détenir des renseignements d'un colonel, justement d'un colonel du renseignement de l'US Air Force au Pentagone. Et ce colonel lui aurait révélé qu'effectivement un ovni a été abattu à Mauritius Bay par une arme à énergie de type initiative de défense stratégique. Donc je ne sais pas, vous vous souvenez certainement de ce qu'est le projet d'initiative de défense stratégique. C'est un projet qui consistait, ça datait de l'époque du président Reagan, et qui consistait à mettre en orbite terrestre des lasers de combat de grande puissance pour détruire des missiles. À l'époque, on craignait encore des attaques de l'URSS, donc pour détruire les missiles soviétiques ou détruire des satellites espions ou satellites de reconnaissance ou satellites de communication de l'adversaire éventuel. Alors on avait plusieurs types de tirs directs, de tirs déviés par miroir, comme on voit ici. Bon, c'est le projet qu'on a appelé le projet Guerre des Étoiles. Et d'ailleurs, il faut préciser que ce projet n'a peut-être jamais été arrêté, contrairement à ce que certains ont prétendu. Mais forcément, comme dans ce domaine-là, on n'en sait pas plus. Alors, il se trouve que ce colonel de l'US Air Force
aurait affirmé à M. Dixon que dans l'opération de Moriches Bay, 18 des soldats impliqués, donc qui vraisemblablement avaient été amenés par les hélicoptères d'assaut, auraient été tués par ce qui semble être une arme expulsant une onde sonore de basse fréquence, c'est-à-dire des infrasons. Nous, on a une idée de ce que c'est une arme à infrasons, puisqu'on en a sur Terre. Les grandes puissances font toujours des recherches sur des armes à infrasons. Donc c'est finalement pas si étonnant que ça. Alors, Leonard Stringfield, vous avez tous entendu parler de Leonard Stringfield, hein, qui est un des plus grands ufologues du XXe siècle. On l'a appelé M. Crash d'OVNI parce qu'il s'est principalement intéressé au crash d'OVNI, récupération des épaves, etc. Donc il a fait une belle carrière. Hein. Pendant la guerre, il était au renseignement militaire de la 5e Air Force. Son métier, c'était les relations publiques dans une grosse boîte qui s'appelait la Kemed. Il a été directeur du CRIFO. Le CRIFO, c'est un organisme de recherche civile sur les objets volants interplanétaires. Il a été conseiller au NICAP, donc tout le monde a entendu parler, je suppose, hein, du NICAP. Il a fait partie du projet Blue Book. Il était aussi au CUFOS. Et enfin, il a été au comité directeur du MUFON. Donc c'est un monsieur qui a une grosse expérience de la question. Alors, Len Stringfield, il a interviewé un certain Dr. Nick. On va arriver, ce Dr. Nick, là. Et ce Dr. Nick déclare à Stringfield que depuis plusieurs mois, tout le nord-est du territoire des États-Unis, donc qui englobait aussi la région de New York, faisait l'objet d'une surveillance inhabituelle des satellites militaires, des satellites de reconnaissance et des satellites photographiques américains, bien entendu. Alors, d'autre part, il corrobore les témoignages que je vous ai montrés là. Bon, il y a plusieurs dizaines, je précise, il y a plusieurs dizaines de témoignages. En vérité, il y en a probablement plusieurs centaines, puisque on est le 28 septembre, c'est le mois de septembre. C'est pas encore l'été indien, c'est déjà plus totalement l'été. Mais il y a beaucoup de monde à Long Island, sur la côte sud. Les gens ont des bateaux, on vient faire du yachting, on vient faire de la planche à voile, est-ce que je sais. Donc des témoins, il y en a eu énormément. Mais il y en a que quelques dizaines qui se sont manifestés. Bon, mais c'est habituel, ça, c'est classique. Donc il corrobore, ce docteur Nick corrobore les témoignages. Il corrobore aussi le fait que l'attaque a bien été menée par des hélicoptères d'assaut Sikorsky. Alors ce docteur Nick, on ne sait pas exactement qui il est, en tout cas on ne connaît pas son véritable nom, mais il dit avoir été à la tête d'une équipe d'ingénieurs sur les lieux et au moment de l'incident de Moriches Bay pour étudier l'OVNI qui était tombé dans les dunes. Et il travaillerait depuis les années 70 au célèbre hangar S3 sur la base de Wright-Patterson, la base aérienne. Dans l'Ohio, c'est la fameuse base où on prétend qu'une partie au moins des débris de Roswell aurait été acheminée. Et pas que Roswell d'ailleurs, dans d'autres cas ufologiques aussi. C'est Wright-Patterson, il s'appelait à l'époque, dans les années 50, il s'appelait encore Wright Field. Puis ça a changé, le nom est devenu Wright-Patterson par la suite. Alors ils ont travaillé sur ces ovnis récupérés à Wright-Patterson et Nick déclare qu'il s'agit d'une technologie très avancée qui est basée sur les cristaux. Il n'y a rien qui soit tellement surprenant parce que nous-mêmes savons manipuler les cristaux pour l'instant en tout cas, pour emmagasiner et distribuer de l'information. On sait manipuler l'information dans les cristaux. Et la preuve, c'est que les transistors, les diodes, ce sont des cristaux. Mais là, apparemment, sur les ovnis récupérés,
les cristaux auraient des fonctions autres, et en particulier d'assurer la propulsion, l'énergie de propulsion des ovnis. Alors, à Mauritius Bay, il dit aussi que l'OVNI aurait été abattu par une arme, donc une arme à énergie dirigée, développée par une firme qui s'appelle AIL Systems de Long Island, sur un financement du projet Initiative de défense stratégique. Alors, j'ai vérifié, la firme AIL a bien existé, elle a été rachetée par une, je ne sais plus quelle boîte plus grosse, en 1991, et elle travaillait effectivement essentiellement pour l'armée sur des systèmes électroniques de défense. Donc jusque-là, on peut dire que tout ça, c'est assez plausible. Alors, là, ça devient encore plus intéressant. Le docteur Nick dit que les corps et l'engin et les corps récupérés ont été envoyés au laboratoire national de Brookhaven. Le laboratoire national de Brookhaven, on va voir ce que c'est. Je ne veux pas déflorer le sujet trop longtemps. Donc, en résumé, sur cette affaire de Mauritius Bay, il semble qu'on ait affaire là à un incident OVNI majeur. Il y a des dizaines, voire des centaines de témoins. Et tout se passe comme si on avait eu une opération militaire planifiée de longue date. On peut même dire que c'est comme si on s'était arrangé pour attirer là, par quel moyen, on ne sait pas, mais peut-être par Brookhaven justement, mais on a peut-être des pistes. Et tendu un piège à ces ovnis parce que les hélicoptères étaient déjà prêts. On a récupéré une épave, on aurait récupéré une épave et des corps, et bien entendu sous le sceau du secret absolu. Sauf qu'il n'y a jamais vraiment de secret absolu, parce que comme on l'a vu, il y a toujours des gens qui témoignent, il y a des gens qui parlent. Il y a même apparemment des officiels, des militaires qui se mettent à parler des années plus tard, mais l'information finit par sortir. Alors, ce laboratoire national de Brookhaven, c'est un endroit très particulier. Enfin, il n'est pas plus particulier que d'autres laboratoires du même genre, mais en l'occurrence, il est très particulier. Vous allez voir pourquoi. Il fait partie de ce qu'on appelle les laboratoires nationaux, qui sont gérés par le département de l'énergie des États-Unis. Et il y en a une quinzaine à peu près sur le territoire des États-Unis. Là, je n'en ai cité que 7, enfin 8 avec le Brookhaven. Donc on a Argonne et Fermilab, qui sont, alors Fermilab parce que Enrico Fermi a travaillé, hein, c'est lui qui l'a même initié, qui sont près de Chicago, le Lawrence Livermore qui est en Californie, et Los Alamos et Sandia qui sont au Nouveau-Mexique. Donc Los Alamos, c'est là où on a fabriqué les premières bombes atomiques. Oak Ridge qui est dans le Tennessee, et Savannah River qui est en Caroline du Sud. Donc ça, c'est des... Alors, ceux qui sont marqués en vert, là, Los Alamos, Sandia et Oak Ridge, je les ai distingués parce qu'ils ont été à plusieurs reprises survolés par des ovnis. On fait l'objet de rapports de survol par des ovnis. Alors voilà, Brookhaven National Laboratory, il est ici. Vous voyez, on distingue un grand anneau, là, on va le voir de plus près. Et au sud, il y a un grand espace qui est un parc public qui s'appelle South Haven Park. Il y a, alors si on revient en arrière, on les voit mieux, il y a un aéroport ici, ou du moins un aérodrome ici, un aérodrome au sud.
on voit mieux l'aérodrome. Donc vous voyez qu'il y a des possibilités de transport aérien qui sont nécessaires, d'une part, vu la nature de ce laboratoire. Et c'est à peine à 12 km au nord de Mauritius Bay. Une douzaine de kilomètres à peu près. Alors voilà, là on le voit, c'est une vue aérienne, on le voit mieux. On voit un grand anneau ici et un anneau plus petit ici. Alors ces anneaux, ce sont des accélérateurs de particules. Parce que le laboratoire national de Brookhaven, c'est un peu comme le grand anneau du CERN, fait des travaux de physique nucléaire. En fait, il travaille un peu sur tout. Ça va de la biologie moléculaire jusqu'à la physique nucléaire, en passant par les gaz de combat, on ne sait pas trop, les activités sont secrètes. Mais si vous voulez aller jeter un coup d'œil, vous tapez dans Google Brookhaven BNL ou Brookhaven National Laboratory, vous allez voir, ils ont un site tout à fait officiel. Évidemment, on n'apprendrait que 2% de ce qu'ils font en réalité, mais en fait, leur activité officielle, c'est de rechercher des principes de base de la création de l'univers. Et donc, ils ont des accélérateurs de particules. Le grand, là, s'appelle le RHIC. C'est le collisionneur d'ions lourds relativiste. Et le petit, c'est un, j'allais dire, un vulgaire synchrotron. Vous allez voir, en 2 mots, comment ça fonctionne. Voilà, le RHIC, c'est le grand anneau. Le synchrotron, le plus petit. Alors, le synchrotron, lui, il sert... On envoie des ions lourds. Les ions, ce sont des atomes dont on a arraché des électrons. Donc il y a une charge, qui ont une charge positive ou négative, mais plus neutre, comme dans un atome classique. Donc le synchrotron va accélérer déjà des faisceaux d'ions lourds. Alors quand on dit ions lourds, c'est des ions de métaux lourds. De l'or, en général c'est de l'or ou de l'uranium. Mais ce sont des atomes. Hein. Et il va les injecter suivant 2 trajectoires opposées dans le grand collisionneur relativiste. Et là, relativiste, pourquoi? Parce que le collisionneur, il y a des électroaimants gigantesques qui sont disposés tout autour et qui vont faire tourner ces particules dans le tube de l'anneau et les accélérer jusqu'à des vitesses relativistes, c'est-à-dire à 90 à 98% de la vitesse de la lumière. Et comme il tourne, vous voyez, ici on le voit, on le distingue à peu près, le synchrotron va les envoyer suivant 2 trajectoires opposées. Et à un moment donné, on va les faire se collisionner. Et ça va donner ceci. Voilà, alors, ce qu'on voit apparaître ici, c'est ce qu'on appelle en physique des gerbes de débris. Alors, ce sont des nouvelles particules qui sont créées par la collision des premières, qui ont une vie extrêmement brève, de l'ordre de quelques millionièmes à quelques milliardièmes de secondes. Alors là, toute l'opération, vous avez vu, ça prend quelques milliardièmes de secondes. Donc c'est très bref. Mais l'énergie au centre est colossale. Alors, on a une autre manière de représenter la chose. Là, on voit les 2 paquets d'ions lourds qui vont à la rencontre l'un de l'autre. Donc, quasiment, pas exactement, mais quasiment à la vitesse de la lumière. Ils vont entrer en collision, et là, ils vont générer ce qu'on appelle un plasma de quark-gluons. On le voit mieux ici. Alors, les quarks et les gluons, sont considérés comme les constituants ultimes de la matière. C'est-à-dire que dans un atome, vous avez au centre, dans le noyau, vous avez des protons et des neutrons. Eh bien, ces protons et ces neutrons sont eux-mêmes constitués par des quarks et des gluons. Alors les gluons, comme leur nom l'indique, servent à engluer, à coller les particules entre elles, avec des énergies énormes, puisque le noyau, il tient un seul... Il est compact, quoi.
CERN, ils le font, ça aussi. Le CERN aussi, bien sûr, ouais, bien sûr. Et là, donc, on obtient un plasma de quark gluon. Et là, il est en pleine expansion. Alors, toute l'opération, comme on l'a vu précédemment, ça prend quelques milliardièmes de secondes, des nanosecondes. Mais l'énergie est colossale. Non. Alors, pourquoi je fais un détour par ça? C'est que la suite, ça va expliquer la suite telle qu'elle a été révélée ou mentionnée par certaines personnes. Donc on a ici un plasma dont la température est au moins 100 000 fois supérieure à celle du centre du Soleil. Je dis bien le centre du Soleil. La température du centre du Soleil est estimée à 15 millions de degrés Celsius. Donc vous multipliez ça par 100 000, et vous avez une idée de la température de ce plasma. Mais effectivement, là, dans un accélérateur de particules, il est confiné dans un champ magnétique, donc il ne touche aucune matière. Donc aucune matière ne peut se ressentir de cette température, et de toute façon l'événement est tellement bref. Mais l'énergie est colossale, c'est des téraélectronvolts ou même des iota électronvolts. Donc c'est téra, c'est 1000 milliards. Vous voyez, après c'est 1000 milliards de 1 million de milliards d'électronvolts. Donc ce sont des énergies qu'on ne retrouve qu'au centre des étoiles en général. Alors là, on reprend notre trou de verre prêté obligeamment par l'Air Force, hein, et on va retourner au laboratoire de Brookhaven le 22 novembre 1992. C'est pourquoi, quand on regarde les événements de Moriches Bay, il faut les voir dans un contexte plus global. Depuis le début des années 80, jusque peut-être vers la fin des années 90. Et il s'est passé un événement absolument extraordinaire le 22 novembre 1992, au-dessus du laboratoire national de Brookhaven. Un atterrissage, un crash, probablement un crash, et on va voir pourquoi. Voilà, là j'ai matérialisé en jaune l'environnement, le secteur du laboratoire national. On voit le grand anneau, le petit anneau ici. Et ce 22 novembre 1992, les systèmes de défense aérienne et spatiale signalent un groupe d'objets en approche qui viennent de pénétrer dans l'espace aérien des États-Unis. Donc, encore une fois, 92, là, on est sorti de la guerre froide, mais C'est le NORAD là qui signale. c'est le NORAD, c'est les systèmes de défense de la côte Est, ou les satellites de défense de renseignement spatial. Ben, en général, c'est centralisé au NORAD. Hein. Ouais. Donc un groupe d'objets en approche, on ne sait pas ce que c'est, ils ne répondent pas aux demandes d'identification radio, et on se dit, bon, les gens, parce qu'il y a des bases aériennes, il y a des bases militaires sur Long Island, hein, c'est pas juste une zone touristique. Donc leur trajectoire, alors on voit ici le PNL là, qui clignote. On fait une projection informatique de leur trajectoire et de leur cap. Et cette projection informatique prédit que si ce cap se maintient, ils vont tout droit sur la capitale des États-Unis. En passant, donc c'est une trajectoire nord-est-sud-ouest, ils vont passer au-dessus du laboratoire de Brookhaven, mais se diriger vers la capitale. On comprend bien que du point de vue militaire, c'est absolument exclu. On ne peut permettre à personne de venir dans des espaces aussi bien sur le laboratoire national que sur la capitale, ce sont des espaces aériens absolument interdits de survol. Donc là, c'est pas exactement ce qui s'est passé, mais une décision a été prise en haut lieu,
c'est de les empêcher à tout prix d'atteindre la capitale. Et le scénario, il y a deux scénarios possibles. Donc les objets vont arriver au-dessus du territoire du laboratoire, plus exactement au-dessus de ce que je vous ai montré tout à l'heure, le grand parc qui s'appelle South Haven Park, qui est légèrement au sud-ouest, à 2 km à peine de Brookhaven. Alors, comme je vous disais, il y a deux scénarios. Le premier, c'est celui-ci. Donc, on a un grand objet circulaire, et ça, c'est décrit par les témoins, et 3 éclaireurs de forme triangulaire. Alors, le premier scénario, c'est qu'on l'aurait abattu avec un missile sol-air. Alors là, par pudeur, je ne vous montre pas la suite et le sort qui est réservé aux créatures qui sont peut-être à l'intérieur de cet engin. Mais le scénario du missile va être supplanté par un autre scénario et qui est révélé à Las Vegas en novembre 2008 au 6e congrès annuel sur la récupération du crash d'OVNI. Et c'est Madame Nancy Williams, qui est une spécialiste des questions militaires, qui est aussi anthropologue, linguiste, et accessoirement animatrice radio, qui monte à la tribune et qui déclare, je cite, alors je le traduis directement, et c'était un secret partagé seulement par quelques personnes, que le collisionneur avait été modifié de telle sorte que le plasma de quark qui était créé à l'intérieur soit utilisé comme une arme. Cette arme pouvait créer une chaleur largement supérieure à celle de la surface du Soleil. Cette reconfiguration du collisionneur aurait été supervisée par un représentant du département de la Défense détaché au laboratoire et travaillant avec des officiels du département de l'énergie. Mais il y a plus extraordinaire encore, c'est le fait que le 22 novembre 1992, cette arme a été utilisée contre 4 vies au-dessus de Brookhaven. Le plasma de quark-gluon a été utilisé pour abattre le grand ovni circulaire, considéré comme un vaisseau mère, et de même que l'un des scouts, des éclaireurs triangulaires. Le vaisseau mère a été littéralement oblitéré. Oblitéré, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Mais l'un des éclaireurs s'est écrasé au sol et un de ses occupants a été récupéré, blessé, mais vivant. Plus de 200 personnes ont été témoins de cet événement. Alors, le deuxième scénario, c'est celui-ci. Alors, soyez attentifs parce que ça va être très bref. Voilà, oblitéré. Ça veut dire qu'il est resté dans l'air que de quelques atomes qui se sont dispersés avec les vents du sud. Hein. Et l'un des scouts est tombé et les deux autres se sont dépêchés de foutre le camp vite fait. Ouais. Bon. En conclusion, il n'y a eu aucune réaction officielle à tous ces rapports, que ce soit ceux sur Mauritius Base ou ceux de Brookhaven. Mais les témoins sont crédibles. Les témoins sont crédibles parce que ce sont des gens qui ne se connaissent pas entre eux, qui ont assisté aux mêmes choses, qui ont vu les mêmes objets, toujours ces grands triangles avec ces lumières couleur ambrée, à des dizaines de kilomètres de distance parfois, et à des moments différents de l'histoire, hein, entre donc 1980, les années 80 et pratiquement les années 90, ils ont décrit la même chose,
alors qu'aucun ils ne se connaissent pas. Et chaque fois, comme dans toutes les histoires ufologiques, ils sont persuadés d'avoir été les seuls à avoir vu ce qu'ils avaient vu. Donc tout ça, c'est en faveur de la réalité de ces événements. Alors, que ce soit... Parce que Moriches Bay, vous l'avez vu, c'est très proche du laboratoire national de Brookhaven. Donc, que ce soit Moriches Bay, où on aurait déjà constaté que des objets de forme triangulaire venaient se promener dans la région du laboratoire national de Brookhaven, où on travaille sur des événements à haute énergie, où on trafique de l'énergie nucléaire, où on trafique des lasers, où on travaille sur des armes de pointe, en tout cas, où on fait de la science de pointe. Donc ça n'a rien de très étonnant, ça confirme juste l'intérêt des visiteurs, alors présumé, je suis prudent, hein, pour toutes nos installations de haute technologie. Et ça n'est qu'une... Moriches Bay et Brookhaven, ce n'est qu'une des nombreuses facettes du survol des installations nucléaires, comme on a vu. D'ailleurs, si tout va bien, vous aurez la suite le 23 septembre à Pérol. Oui. Les opérations militaires, donc, de classe tactique, ont manifestement découlé de décisions, elles, stratégiques, au plus haut niveau de l'État. On comprend bien que ça ne peut être qu'au plus haut niveau de l'État. Pour les raisons de sécurité nationale, et avant de terminer, juste, quand même qu'on ait un petit générique avec les acteurs du film, c'est-à-dire en l'occurrence les témoins, par ordre d'apparition à l'écran, le psychiatre anonyme, la dame anonyme, Jeff, celui qui a décrit l'objet de la centrale d'Indian Point, la famille Richardson, la famille McLaughlin, le jeune ingénieur, enfin, tous ces gens, Paul Peterson, et puis des remerciements spéciaux au Long Island UFO Network, à Leonard Stringfield, à George Dixon, au Dr. Nick, à Nancy Williams, à la firme Sikorsky, au shérif du comté de Suffolk, au laboratoire national de Brookhaven, à la garde nationale de l'État de New York, à la NSA, l'Agence nationale de sécurité, et au département de la défense des États-Unis d'Amérique. Et voilà, j'ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Petite précision, j'allais oublier. Donc c'est une production d'Inlandok, hein, tout droit réservé, et il faut absolument lire ce qui est écrit en petit caractère, parce que d'abord c'est la loi, elle est obligée de le mettre. C'est qu'il y a des chances que cette présentation reflète la réalité. Cependant, les autorités déclinent toute responsabilité quant au contenu de ces rapports. Mais OVNI Languedoc certifie n'être pour rien dans la perte alléguée d'un vaisseau spatial ou de créatures extraterrestres pendant ces événements. Oui, c'est carré. Merci. James, tu as dit tout à l'heure qu'il y avait eu donc des pertes militaires dans les rangs américains à hauteur de 15 hommes, il me semble. 18. Est-ce que ça peut pas être l'équivalent d'un hélicoptère, donc tu disais qu'il peut transporter 15 hommes, éventuellement 3 hommes d'équipage? Oui, peut-être qu'on a parlé d'une onde sonore de basse fréquence qui aurait été projetée par l'engin. Non, mais là, franchement, c'est minable ces micros. Il faut l'avaler presque pour qu'on entende. Parce qu'on a trop mis des coups. Hein, ouais. Et normalement, on devrait pouvoir parler à cette distance. C'est pourquoi le micro-casque il sera le bienvenu, je te le dis. Le jour on l'aura. On l'aura. Normalement, on devrait l'avoir. Peut-être qu'un des hélicoptères s'est écrasé au sol, il y a eu 15 hommes tués, plus 3. On ne sait pas exactement, parce que ça s'est passé dans la nuit, ça, à partir de 21h, 22h. Donc ce qui s'est passé, on a vu cette grande explosion qui s'est passée sur la baie à un moment donné.
On ne sait pas au juste. Personne n'y était. Il n'y avait que l'armée, là. Tout le monde avait été mis off limits. Hein. Et donc, on a parlé de 18 militaires tués. Voilà, mais c'est quand même... Hein, mais apparemment, il y avait 8 hélicoptères d'assaut. Donc, si chacun transportait entre 10 et 15 hommes, ça fait pas loin d'une centaine de militaires hein, impliqués. Ma foi, on a eu un grand ovni triangulaire contre 18. On peut estimer que la perte en termes militaires, hein, je ne parle pas en tant qu'humain, mais en termes militaires, la perte est acceptable. Parce que, apparemment, ils ont récupéré l'épave et les corps, ils les ont transportés, en tout cas dans un premier temps, au centre de Bleucavin, où là, il avait tout ce qu'il faut pour s'en occuper. Peut-être qu'après, comme ça a été dans notre cas, on a dispatché des morceaux à droite à gauche pour qu'elles soient étudiées par différentes équipes. Hein, les hommes vont faire de la biologie, les autres vont faire de la physique, les troisièmes vont faire de la virologie, etc. C'est bien organisé en général. Voilà, donc 18 militaires tués, mais c'est Dixon c'est ce colonel du Pentagone qui aurait parlé avec George Dixon, qui aurait dit ça. 18 militaires auraient été tués dans l'opération. Par apparemment une arme à infrason. Ou du moins un projecteur d'infrason. Et ça, c'est très crédible parce que les infrasons peuvent tuer. Il suffit d'envoyer suffisamment d'énergie sonore, ça vous tue quelqu'un à 300 mètres de distance. Déjà, on subit des infrasons quand on conduit sa propre voiture, hein, les infrasons du moteur. Alors, ils sont trop faibles pour que ça puisse nous causer des problèmes, mais on a vu cependant des gens qui ont été victimes de crises cardiaques, mais ils étaient déjà cardiaques, et qu'on a retrouvés morts au bord d'une route, probablement à cause de l'influence des infrasons du moteur sur le rythme cardiaque. Ça a été très rare, mais ça s'est vu. Ça a été décrit dans la presse. Ah, pardon. Oui, James. James, tout à l'heure, tu as parlé d'une stratégie militaire pour attirer l'OVNI à un endroit bien particulier, de façon apparemment à le descendre sur place. Mais il aurait été attiré par quoi? Ça, on l'ignore. Mais probablement par la présence proche du laboratoire de Buchanan. Parce que ce labo travaille sur des hautes énergies. Il suffisait qu'on active un dispositif, peut-être avec un des accélérateurs, qui déploie suffisamment d'énergie à grande distance pour que les osios là-haut, les nabos, soient intéressés et viennent s'en occuper. Et à ce moment-là, on leur tombait dessus avec des hélicoptères. Enfin, c'est une pure hypothèse. Hein. Moi, je n'y étais pas, je ne sais pas, mais le fait que l'opération a été planifiée de cette manière-là, une véritable opération militaire, ça montre que soit on s'attendait à ce qu'ils arrivent là, soit on a fait en sorte qu'ils viennent. Et à ce moment-là, badaboum, on leur a mis la pâtée. Enfin, à 18 militaires tués près, quoi. Suite à ça, il n'y a eu aucune représaille. Ah, alors. Je vous parlais tout à l'heure de la catastrophe du Bol 800 en 1996. Moi, j'ai pensé que ça pouvait être une conséquence de ce qui s'était passé 7 ans plus tôt, mais je n'ai aucune certitude. Simplement que dans l'affaire de la catastrophe du Bol 800, il y a des éléments extrêmement troublants, parce qu'il y a eu beaucoup d'hypothèses, mais aucune n'a tenu la route après examen, après vérification, après... Donc, moi j'ai lu, je ne dirais pas intégralement, parce que dans les rapports du NTSB, le NTSB c'est l'équivalent du bureau d'enquête analyse de l'aviation française, ça s'appelle le National Transportation Safety Board aux États-Unis. Il y a le rapport lui-même et puis les annexes. Alors les annexes,
J'ai passé parce que c'est la description technique de l'avion, combien il y a de longerons, combien de machin, bref. Mais le rapport lui-même, je l'ai lu en entier. Et les conclusions sont qu'il n'y a pas de conclusion. Le rapport dit qu'il est possible que l'avion ait explosé à cause d'un court-circuit dans le réservoir central qui se situe au milieu de l'avion, juste dans le prolongement des ailes, hein, mais au milieu de l'avion, c'est le réservoir central de carburant. Mais ils n'ont pas pu avoir les preuves formelles de ça. Bon, il y a eu des scénarios montés expliquant qu'il y avait eu dans les jauges de carburant une étincelle, bref, mais ça n'a pas pu être prouvé de façon formelle. Et donc le rapport ne conclut, finalement sans conclure, que c'est une probabilité, mais pas une certitude. Or, en général, les gens du NTSB, comme les gens du BEA en France ou en Angleterre, ils connaissent leur boulot, et quand, en général, ils arrivent à déterminer exactement les causes d'un accident. Mais là, malheureusement, non. D'autre part, il y a des gens qui ont dit oui, c'est un missile qui aurait été tiré par erreur depuis un bateau parce qu'il y avait des manœuvres à une centaine de kilomètres au sud de Long Island à ce moment-là, en 96 donc. Un missile serait égaré, aurait touché l'avion, bref. Mais il y a 2 témoins, au moins, dont un était un pilote d'hélicoptère chevronné de l'armée, un certain Fred Myers, qui lui a déclaré: moi ce que j'ai vu, ça ressemblait à une étoile filante qui descend du ciel, et à la suite de quoi il y a eu, puisqu'il était à 10 km lui de l'endroit où il a vu exploser l'avion, il y a eu 2 explosions, une petite d'abord et une plus grosse après. Et alors, en plus de ça, un officiel du Pentagone, qui n'a pas voulu dévoiler son nom, aurait déclaré qu'un satellite de surveillance, donc le type KH-11 ou KH-12, aurait photographié, parce que les Américains, ils espionnent leur propre territoire aussi, hein. Tout le monde fait ça d'ailleurs, chaque pays espionne son propre territoire, c'est normal. Qu'un KH-11 donc aurait photographié un objet inconnu, donc, en approche du vol TWA-800, peu de secondes avant que l'accident se produise. Donc il y a un faisceau là d'indices convergents. Il y a un faisceau d'indices qui convergent pour dire que effectivement la catastrophe du vol 800 ne serait pas d'origine accidentelle et aurait été provoquée. Mais par quoi, on ne sait pas. Et compte tenu de l'endroit et de l'ensemble de circonstances, moi je me suis dit, ça fait plusieurs années que je le pense, j'en ai discuté avec des gens de là-bas, des Américains qui sont intéressés à l'affaire aussi, qui disent oui, c'est tout à fait étrange. On a descendu cet avion, quelque chose a descendu cet avion, à l'endroit même où s'était passé dans les années 90 tous ces événements. Alors est-ce que c'est lié, est-ce que ça ne l'est pas? Personne ne peut le dire à l'heure actuelle. Ils ont leur rancune tenace, on a intérêt à faire gaffe. Ah mais, en tout cas, il y a une chose qu'on peut dire. C'est que moi j'entends, on le lit partout hein, sur Internet, on l'entend, que si vraiment, enfin, les visiteurs présumés, puisqu'il faut toujours dire ça, hein, auraient des pouvoirs, des capacités technologiques largement supérieures aux nôtres. L'expérience montre que ça n'est pas vrai du tout. La preuve, c'est qu'ils tombent. Et que parfois, c'est nous qui les faisons tomber. Donc moi, cette histoire de prétendue invulnérabilité d'une civilisation étrangère qui serait quasiment dotée des pouvoirs de Dieu, n'est-ce pas? Moi, je n'y crois pas. Et si tout ce qu'on dit sur... je ne parle pas que de Mauritius Bay, il y a des tas de... Il y a eu des cas où un navire lance-missile a détruit un ovni à 6000 mètres d'altitude. C'était en 62 dans l'Atlantique.
Il y a le cas de Brookhaven. Il y a le cas de Mauritius Bay. Il y a j'ai plus en tête là. Il y a au moins trois, et peut-être aussi Roswell. Parce que Roswell, qu'est-ce qu'on a? On a là un engin qui s'est écrasé au sol dans le désert du Nouveau-Mexique. Mais qu'est-ce qu'il a fait tomber? Est-ce que c'est une défaillance technique? Ou est-ce qu'on lui aurait tiré dessus? Parce que Roswell, quand on analyse un peu les événements, on se rend compte d'une chose, c'est que tout s'est passé comme si les militaires s'y attendaient à Roswell. Tout a été très vite. Mais on n'a pas pu, les militaires malheureusement n'ont pas pu empêcher la presse de parler très vite le jour même, 2 jours après. Après, ils ont vite clôturé l'information, ce qui fait que Roswell est resté inconnu jusqu'en 1978, au moment où Stanton Friedman a ressorti l'affaire et a fait le buzz qui est devenu l'affaire de Roswell. Hein. Parce que Roswell est passé inaperçu pendant 30 ans. Donc, mais là, quand on voit les journaux de l'époque et les démentis, immédiatement le lendemain, l'armée a réagi très vite. Ils ont réagi très vite parce que tout se passe comme si ils s'y attendaient. Et pourquoi s'y serait-il attendu? C'est parce qu'il y a eu un précédent, qui était peut-être le cas de Cape Girardeau, dans l'État du Missouri, en 1941. Parce que l'histoire ufologique du XXe siècle, elle commence en vérité en 1941 et pas en 1947. C'est Cape Girardeau qui a initié toute l'histoire. Parce qu'il y a des témoins, il y a des bouquins qui ont été écrits sur Cape Girardeau. Hein. C'est un cas qui est moins connu que Roswell, mais en tout cas en Europe. Parce que aux États-Unis, tout le monde, vous parlez de Cape Girardeau, tout le monde est au courant. Hein. C'est bien qu'on se demande pourquoi en France en particulier on n'en parle jamais. Moi ça m'intrigue ça, mais bon, c'est comme ça. On parle de Roswell, bien sûr, de Kecksburg, et tous ces événements-là, mais... Cape Girardeau, c'est... Cape Girardeau, dans le Missouri. C'est un état du centre des États-Unis. Voilà, et Cape Girardeau, c'est en 1941. Ensuite, en 1942, il y a eu ce qu'on a appelé, alors à tort ou à raison, je ne sais pas, la fameuse bataille de Los Angeles, 42, oui, 42. Après, 43, 44, 45. Là, ils ont abattu personne. 44 et 45, il y a eu les Foo Fighters. Ce petit boule lumineuse qui se mélangeait aux avions là, qui bombardaient l'Allemagne. Mais enfin, ça n'avait pas de grosses proportions. Il a fallu attendre 1947 pour l'observation de Kenneth Arnold et ensuite Roswell au mois de juillet. Kenneth Arnold, c'était en juin, Roswell, c'est au mois de juillet. Et puis après, ça démarre. Enfin, ça démarre. Voilà. C'était un par semaine, carrément. Et moi, je me demande pourquoi on tire. Parce que si quelqu'un vient se balader, tu as un jardin. Enfin, moi, c'est ma position. Mais je sais qu'il y en a qui ne la partagent pas, mais c'est ma position. J'ai un jardin. Si un mec avec un fusil de chasse vient dans mon jardin, je ne vais pas lui envoyer des fleurs, lui envoyer une lettre. Je vais tirer le premier. Et c'est comme ça qu'on fait. On est sûr qu'il est... Parce que quand tu n'arrives pas dans un endroit en montrant patte blanche, en sonnant à la porte et en disant « Bonjour monsieur, je suis monsieur Untel et je viens vous voir pour ceci ou cela », tu es en droit de te sentir agressé ou espionné ou... C'est l'intrusion qui déclenche le truc. Ben, bien sûr, et c'est naturel, c'est une question de sécurité nationale. Si ça avait été les Russes, ils auraient eu le même sort. Bon, les Russes n'ont pas fait, personne ne l'a fait jusqu'à présent, heureusement d'ailleurs, mais c'est une question de sécurité nationale, et sécurité nationale... D'autant plus que si j'ai bien suivi... Tu viens de te promener sans t'annoncer... Ils sont venus longtemps avant là, sur se balader, là, les triangles. Eh bien, il y a eu des ovnis triangulaires depuis la fin des années 60
il y a certains ufologues qui parlent même des années 50. Mais les cas étaient très rares dans les années 50. C'est à partir de 70, 72 que là on a vu, et puis après dans les années 80, alors la célèbre vague de la vallée d'Hudson aux États-Unis et la vague belge, Ouais, la vague belge. 90, 89, 90, pareil, qu'on a vu arriver en grand nombre, tous ces ovnis triangulaires. Et on a vu d'autres ovnis circulaires, mais de moins en moins. Alors soit ils ont changé les modèles, ils ont passé du diesel à l'essence, ou je ne sais pas quoi, ils ont changé les modèles. Ben oui. Depuis les Ferrari. Non, parce que c'est intéressant de voir que la forme des ovnis a changé au cours du temps. Bon, c'est pas les mêmes. Alors, c'est peut-être pas les mêmes espèces, mais pourquoi on voit presque uniquement maintenant des ovnis triangulaires, à part quelques rares cas. Moi, je ne sais pas, j'y suis pas, hein, quand ça se passe. Mais Pardon. Et lorsque ces événements se sont produits, cette bataille, en fait, d'autant plus qu'il y a eu 18 militaires qui sont morts, est-ce que ils ont réussi à éviter... c'est à mettre conditionnel. Conditionnel. Enfin, c'est rapporté par des gens dignes de foi quand même. Mais alors, l'État américain a réussi à éviter la médiatisation de cette affaire. Absolument. Ah oui, ça ils savent faire. Hein. Quand Pourtant, ils veulent que quelque chose ne se sache pas, ça ne se sait pas. Pourtant, aux États-Unis, la presse le dit quand même. Ah oui, mais là, la sécurité nationale. Les gens qui sont aux aguets, je pense, du moins non plus. Oui, oui, la preuve, c'est qu'on a quand même des échos, puisqu'il y a des gens qui ont témoigné et qu'on arrive à savoir des choses. Parce que sinon, j'aurais pas pu faire cette présentation. mais le nœud, le cœur du secret, on ne le connaît pas. Est-ce que c'est eu des soldats morts, rien que les familles, quand même, des soldats, quand même, je sais pas. Voilà, mais les militaires, ils sont tenus, de toute façon, ils sont tenus au secret. Les militaires, hein. Même en France, on scelle les cercueils en Afrique et puis personne ne touche. Voilà. Oui, mais en France, il y a un mort au Mali, on a fait toute une histoire à la télé. Personne ne dit rien. Attends. Nuance, on te dit ce qu'on veut te dire. Ouais. Celui-là, les légionnaires ou les mecs des forces spéciales qui se sont liquidés, t'en parles pas. On dit mort au champ d'honneur et basta. Voilà, on te parle des troupes, le mec qui est au 8e RPIMA par exemple qui se fait bombarder, ça on t'en parle. Mais les forces spéciales et spécialement les légionnaires, ça je peux te dire qu'il a mort au moins une dizaine par an, on t'en parle pas. Voilà. De même que ça, c'est important de le dire quand même, tout ce qui concerne les services de renseignement, les gens, bon, on connaît surtout leurs échecs, mais jamais leurs succès. Alors de temps en temps, on nous balance que la DGS ou la CIA ou le RVS russe, on a démasqué un de leurs agents, ils ont échoué dans telle ou telle mission. Mais les 150 autres qui ont réussi, on n'en parle jamais. Et les types ont des médailles qu'ils ne doivent absolument pas révéler. Quand ils réussissent une action, ils reçoivent une distinction. C'est rigolo d'ailleurs, parce que les médailles que tu ne peux pas montrer, c'est... Voilà, et c'est des médailles qui ne peuvent absolument pas montrer. Oui, c'est vrai. Ils se la gardent pour eux. Pourtant, on nous a dit qu'il y a eu des attentats qui ont été déjoués, quoi, des attentats terroristes qui ont été déjoués. Oui, mais on n'a pas dit ni qui, ni quoi, ni qu'est-ce. Hein. C'est toujours pareil. Ben, bien sûr, c'est normal, mais c'est normal. La sécurité nationale. Alors moi, malheureusement, je suis arrivé à la fin, hein, j'ai pas pu venir avant, mais bon, j'ai vu que c'était très intéressant. Et donc j'ai quelques questions, en particulier pour savoir si on a une idée sur des cas similaires en dehors des États-Unis. Parce que c'est vrai que souvent c'est rapporté pour les États-Unis. Il y a peut-être plus de nervosité de la part de l'armée américaine, je ne sais pas. Il y a quelques cas quand même, je crois qu'il y a un cas en Afrique du Sud, un ou deux cas en Russie, mais beaucoup moins en tout cas qu'aux États-Unis. Il y a plusieurs cas, en effet, les cas sud-africains, je les connais mal, mais il y a plusieurs cas en Russie, des cas même d'une gravité extrême.
Mais là, on ne parle pas. Là, il n'est pas question, je crois qu'il n'est pas question d'avoir abattu des ovnis en vol ou au sol. En tout cas, les Russes, ils ont dévoilé, parce que après 91, il y a eu une certaine libération des archives de l'ex-URSS, et on a pu apprendre certaines choses. D'ovnis abattus par les Russes, ils ne le disent pas. Mais ça a peut-être été le cas, parce que d'abord, la Russie, c'est un territoire immense, c'est plus grand que les États-Unis. Hein. Donc il a dû se passer des tas de trucs là-bas, en particulier à certains événements. Et si vous venez le 23 septembre à la salle de Pérol, j'avais l'intention d'aborder cette question aussi, c'est passé un peu, c'est le même cas de figure qu'aux États-Unis, des événements ufologiques qui ont eu lieu à des endroits stratégiques pour la défense, pour l'armée russe, enfin soviétique et puis russe par la suite. Mais à ma connaissance, en tout cas, on ne parle pas d'ovnis abattus. Mais par contre, des survols et des événements graves, comme la mise en procédure de lancement de silos de missiles de portée moyenne, ça oui. Ça s'est passé aux États-Unis et ça s'est passé, il y a deux cas. Un qui est connu à la base de Minot dans le Dakota du Nord et à la base de Belokhorovitch en Ukraine. Mais aux États-Unis, c'était pas la neutralisation de... Non. Il y a eu un cas de neutralisation, mais en 1966, mais un cas de mise en activation des missiles. Heureusement, ça n'a pas duré longtemps. Dès que l'OVNI s'est éloigné, tout est revenu à la normale. Et il y a eu un cas aussi en Union soviétique, à l'époque, en 82. Ça a été l'affolement général. C'est l'OVNI qui s'est éloigné de lui-même. lui-même. S'est éloigné de lui-même. Mais ils étaient prêts à lui tirer dessus. Ils étaient prêts, ben oui. Parce que les bases de missiles intercontinentaux ou de portée moyenne, elles sont défendues par tout un tas d'armes, bien sûr, anti-aériennes, hein, les missiles solaires, etc. Là, heureusement, ils n'ont pas tiré, enfin, c'est pas pour qui, heureusement, mais ils n'ont pas tiré. Ça a duré, en Ukraine, ça a duré 15 secondes, puis l'OVNI s'est éloigné. Mais les mecs ont eu chaud, ils ont eu chaud à Minot aussi, dans le Dakota du Nord, ils ont eu chaud au plume, les types. Ça a été dit des années plus tard, parce que quand ils étaient actifs, ils n'avaient pas le droit de parler. Que les officiers, en plus les officiers missiliers. Hein, les mecs, ils ont le doigt sur la guerre nucléaire, hein, donc c'est là, ils ferment leur gueule. Et les Russes, pareil. Parce que si la procédure de lancement avait été achevée, on risquait la Troisième Guerre mondiale. Oui, les autres étaient postés après. Et voilà, donc heureusement, ça ne s'est pas passé. Mais en Russie, il y a eu des cas. À ce sujet, moi j'avais été, pas témoin, mais disons une fois j'avais été invité, c'était en 89, si je ne me trompe, donc c'était l'Union soviétique. J'avais été invité à un congrès scientifique, c'était à Stalingrad, l'ex-Stalingrad, c'est-à-dire actuellement c'est Volgograd. Et pendant le congrès, tout d'un coup, il y a des gens qui étaient dehors, qui ont appelé tout le monde. On est sortis, et il y avait des nuages hein, au-dessus de nous, c'était couvert ce jour-là, mais au-dessus, il y avait une lumière verte, qui a disparu après. On ne pouvait pas dire grand-chose, parce qu'on voyait vraiment rien. Mais après ça, bien sûr, les langues se sont déliées. Et là, parmi les gens qui étaient là, donc c'était des physiciens du solide, mais il y avait plusieurs qui avaient été témoins, et en particulier à l'Institut de physique théorique à Moscou, il y a des gens qui un jour, en regardant par la fenêtre, au-dessus de la base de lancement de missiles qui protégeait Moscou, il y avait un objet circulaire de à peu près 100 mètres de diamètre. Alors vite, dans le laboratoire, à l'époque il n'y avait pas d'appareil numérique, mais vite dans le labo, ils ont vite cherché un appareil photo pour prendre la photo, et puis paf, l'objet a disparu à une vitesse fulgurante. Donc ça, c'est des gens qui l'avaient vu directement. Des gens, je veux dire, c'est des physiciens de très haut niveau. Il y avait de lueur verte là aussi? Non. Et puis, un autre témoignage qui m'avait été donné lors de cette discussion, c'était des jeunes qui, toujours pareil, hein, du même institut,
qui faisaient de la montagne pas très loin de Baïkonour. Et tout d'un coup, ils étaient vers les sommets. Tout d'un coup, dans la vallée, ils ont vu des sphères d'apparence métallique qui remontaient tout doucement la vallée. Et ils me disent, et puis tout d'un coup, paf, qui disparaissent comme ça, sans savoir ni pourquoi ni comment. Alors quand ils sont redescendus, ils ont parlé avec les gens des villages. Bon, moi je ne suis jamais allé, donc je ne sais pas trop comment c'est l'Asie, c'est déjà l'Asie, c'est des zones qui étaient très perdues. C'est dans le Caucase. Voilà. Et quand ils ont raconté ça, les gens leur ont dit, ah oui, non mais ça c'est rien, c'est... Quand on voit à la télé, quand ils lancent des fusées à Baïkonour, ils envoient aussi toujours ces objets, ces grandes sphères qui sont dans la vallée. Eux, ils pensaient que c'était, les gens de là, ils pensaient que c'était lié à la même chose. Ils disent, bien sûr, c'est pas lié à la même chose, c'était des sphères, ils m'ont dit qu'ils devaient faire à peu près pareil, 100 à 300 mètres, ils m'avaient dit. Quand on parle de sphère, une boule. Une boule. Voilà, en Russie, c'est vrai qu'il s'est passé des trucs assez croquineux, hein, c'est vrai. Mais on en sait moins sur la Russie parce que même si les archives ont été libérées, du temps de l'URSS, rien ne sortait, rien n'est entré en Russie. Donc on avait très peu d'informations. On en a maintenant parce que... En même temps, je trouve que les scientifiques russes sont beaucoup plus ouverts. Hein, parce que bon, moi je suis scientifique, maintenant je suis près de la retraite, donc je peux parler. Dans quelle branche êtes-vous? En physique. Vous êtes physicien? Mais je veux dire, si vous parlez de ça, vous faites taxer de cinglés et puis c'est fini. Hein. Donc, je sais, moi quand je suis un scientifique aussi, quand je travaillais, je parlais jamais de ça. Mais chez les Russes, non. Chez les Russes, non. Ils sont plus ouverts d'esprit. Ah, tout à fait, tout à fait. Ben, la preuve, c'est qu'on a eu des Kardashev, on a eu des Tsiolkovsky qui ont parlé, qui sont devenus célèbres. Enfin, quand même, ils ont eu le culte du secret très longtemps. Hein. Très longtemps, rien ne sortait du RSS. Rien ne sortait. Déjà, on ne pouvait pas y aller. C'était très difficile. Et c'était très difficile pour eux de sortir. Moi, j'ai pas la même expérience. Hein. J'avais des collègues à l'époque de l'Union soviétique. Ils publiaient dans des journaux. Non, ça c'est un peu les médias. Ils publiaient ce qu'on leur autorisait à publier. Alors évidemment pas ceux qui étaient dans le domaine militaro-industriel, mais est-ce que vous croyez qu'il n'y a pas le secret de notre côté? C'est clair. Ah ben, chez nous aussi c'est clair, c'est pareil. Quand je vois les armes, quark, etc., bon, je peux vous dire que vous n'allez trouver aucune publication scientifique là-dessus. Hein. Ah ben, il y a des papiers, moi j'ai eu des papiers sur enfin, pas une arme, mais le plasma quark-gluon, et ne serait-ce que la particule elle-même, les infraparticules quark ou gluon. Il y a des articles dans Science, dans Nature, vous en avez toutes les semaines. Ouais. Mais évidemment, on vous dit jamais qu'on peut en faire une arme. Ça, si ceux qui s'en occupent, ça n'est jamais publié. Ça, c'est classé. Voilà, ça c'est classé de toute façon. Hein.